Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Si vous habitez Besançon, vous allez les rencontrer. Une centaine de silhouettes représentant des policiers viennent d'être installées aujourd'hui. Elles doivent interpeller les pouvoirs publics sur le manque d'effectifs dans la police nationale. En 10 ans, la ville a perdu 32 policiers et depuis, les actes de délinquance ne cessent d'augmenter. Plus de détails avec Christophe Aubry. On est en train d'installer une centaine de silhouettes symbolisant les policiers qui manquent à Besançon. Sur ce passage piéton, un policier manque à l'appel. Pourtant, le maire de Besançon en aurait bien besoin. Dans cette ville de 30 000 habitants, les accidents de la route sont en nette augmentation. La police nationale n'étant plus là du tout sur ces questions d'accompagnement aux traversées, à la fluidification de la circulation, eh bien nous sommes maintenant, je dirais, obligés d'interpeller l'État sur cette question et de demander des renforts de police. Le problème, c'est le manque d'effectifs. Ces 10 dernières années, une trentaine de postes ont été supprimés, soit presque la moitié des policiers de la ville. Résultat, la délinquance a bondi dans certains quartiers. L'année 2010 a même atteint des records, avec près de 200 actes délictueux en plus par rapport à 2009. Cambriolage, dégradation et autres vols, la police a du mal à faire face avec des moyens en baisse et un commissariat fermé la nuit. Une situation similaire dans beaucoup de communes, mais qui souvent est compensée grâce à la présence d'une police municipale. Mais ici, un tel dispositif a été écarté. Il implique une hausse des impôts de 15%. Les polices municipales ne répondent pas aux questions lourdes d'insécurité et de violence et de criminalité. Ce n'est pas leur rôle, donc le fond du problème, c'est bien de répondre à ça. Et il n'y a que la police nationale. L'an passé, la délinquance de proximité s'élevait à plus de 1000 faits constatés à Besançon. Les syndicats de police réclament plus de personnel. Ils parlent de conditions de travail qui se sont dégradées. Moins d'effectifs avec toujours plus de missions, c'est forcément des conditions de travail qui se dégradent. Plus de fatigue parce que l'objectif des policiers, c'est d'assurer la sécurité des personnes et des biens, c'est d'assurer l'accueil du public et puis un bon suivi des procédures judiciaires. Donc faire toujours plus avec moins d'effectifs, c'est compliqué, effectivement. À Besançon, le commissariat est en sursis. Une menace de fermeture plane sur l'établissement qui pourrait être regroupé avec celui d'Argenteuil après les présidentielles de 2012. La ville vient de saisir la halde pour discrimination. De moins en moins de déchets dans nos poubelles, voilà ce qu'affirme l'Observatoire des déchets d'Île-de-France, qui a présenté hier une diminution de 0,7% des volumes collectés en 2009. Une diminution expliquée en partie par la crise économique et les nouveaux services proposés par les communes. Le Val d'Oise, seul département qui enregistre une hausse de son volume d'ordures ménagères, fait figure de mauvais élèves. Plus d'explications dans ce reportage. La crise peut parfois avoir du bon. C'est en tout cas l'avis de l'Observatoire des déchets d'Île-de-France qui a constaté son effet sur le poids de la poubelle annuelle des Franciliens. Entre 2008 et 2009, il a ainsi diminué de 6 kg. Depuis 2000, la poubelle s'est même allégée de 31 kg pour s'établir en moyenne à 475 kg par habitant. De tous les départements qui composent l'Île-de-France, certains, comme Paris et la Seine-et-Marne, font figure de bons élèves avec des baisses importantes. A l'inverse, le Val d'Oise est le seul département à enregistrer une hausse de son volume d'ordures ménagères avec 5 kg de plus qu'en 2008. Avec les signes de reprise de l'activité économique, la production de déchets pourrait bien repartir à la hausse. Seule certitude, le coût des déchets augmente de façon régulière. Depuis 2000, la taxe sur les ordures ménagères a augmenté de 54% pour les Franciliens et coûte en moyenne 111 € par an et par habitant. La plus grande marina d'Île-de-France avec 103 places est actuellement située à Cergy. Elle sera bientôt détrônée par l'Isle-Adam. La ville prévoit pour 2014 un port de plaisance de 130 emplacements. Lundi soir, les habitants étaient conviés à découvrir ce projet lors d'une réunion publique. Johan Bensoussan s'est rendu sur place. Le projet traînait dans les cartons depuis 1977. 34 ans d'attente pour transformer ces 4 hectares de friche en un port fluvial destiné aux plaisanciers. Aujourd'hui, au bord de l'Oise, il est encore difficile de s'imaginer le chantier. Mais voilà, à l'horizon 2014, à quoi devrait ressembler le nouveau quartier de l'Isle-Adam. Des commerces, des restaurants, des logements et surtout cette marina de 130 places. Un grand projet qui flirte avec les 80 millions d'euros. Il y a aujourd'hui déjà de nombreux bateaux de plaisance qui viennent du nord de l'Europe à travers les canaux du nord de la France et jusqu'à l'Oise pour rejoindre la Seine et puis après le centre et le sud de la France. Et par conséquent, ça va devenir un passage obligé pour tout le nord de l'Europe et l'Isle-Adam deviendra un lieu d'arrêt qui sera incontournable.
Draguer les touristes de passage, l'idée semble plaire aux Adamois. Lundi soir, la salle polyvalente de la ville affichait complet pour la première réunion publique sur ce projet. Sur l'estrade, architectes, financeurs et futurs gestionnaires du site sont présents. Et dans la salle, des habitants attachés à leur cadre de vie et qui attendent beaucoup de cette construction. Un lieu de convivialité, j'espère, dit qu'il y aura ce qu'il faut, un peu comme un Port Cergy, quoi, si vous voulez. C'est sympa, je trouve. Séjourner un peu sur le port le soir et tout ça, bon, ça peut être très intéressant au point de vue local et puis au point de vue touristique, quoi. Éventuellement voir un peu pour les investissements au niveau des appartements, s'il y a des choses intéressantes. Autour du port, 300 nouveaux logements, dont 15% en HLM et le reste en accession à la propriété doivent voir le jour. Résultat, 3 ans avant la construction, les promoteurs immobiliers occupent déjà le terrain. Un emballement pas vraiment partagé par tous, entre doutes sur l'esthétique et crainte sur le projet à long terme. Certains habitants attendent encore d'être convaincus. Oh, c'est un peu cubique, hein. Je m'attendais à quelque chose de plus stylé pour l'île Adam. La promiscuité, ma foi, c'est peut-être beaucoup trop de monde et puis peut-être les gens les uns sur les autres et peut-être voir comment va vieillir le projet. C'est ce qui m'inquiète peut-être un peu plus. Je pense que c'est un peu trop ambitieux, il y a un peu trop de monde, il y a une trop grande densité sur ce projet-là. Autre opposition sur le plan environnemental cette fois, construire des commerces et des logements au profit d'une zone vierge et naturelle. Le projet passe mal auprès des écologistes. Un rejet anticipé par Axel Poniatowski. On ne peut pas construire dans la mesure où déjà à côté il y a déjà un grand étang qui a déjà été accaparé par l'urbanisation, où toute végétation a été supprimée. Et donc il restait donc ce dernier petit étang qui permettait à la faune et à la flore de se développer le long de l'Oise. Notre objectif, c'est de poursuivre par la suite tout le long du chemin du halage et de faire de cette grande zone, ce grand triangle que vous voyez là, que j'ai racheté il y a maintenant 5 ans, de faire là une grande zone de biodiversité avec toute une faune végétale et animale sauvage. Aujourd'hui sur le Val d'Oise, l'unique modèle existant reste Port Cergy. Pas vraiment un exemple à suivre pour le maire de l'Isle-Adam qui le juge trop sédentaire à son goût. Pour sa ville, il compte mettre en place un règlement qui obligera tous les bateaux en stationnement à l'année à sortir au moins 21 jours par an. Après les 17 d'or qui mettaient en lumière l'état de délabrement de certains commissariats du Val d'Oise, le syndicat Unité SGP Police dénonce cette fois une pression exercée sur les policiers. En cause, la mise en place à Cergy-Pontoise d'une activité par agent destinée, selon le syndicat, à accroître le nombre de PV. Unité SGP Police a saisi la CNIL jeudi dernier à ce sujet. Plus d'explications avec Yoann Bensoussan. Scène banale de contrôle routier sur un rond-point de Cergy-Pontoise. Les policiers contrôlent la vitesse, le port de la ceinture ou encore l'usage du téléphone portable. Des infractions avec souvent à la clé des procès-verbaux pour les contrevenants. Des PV aujourd'hui au cœur d'un malaise grandissant dans les brigades de l'agglomération. Le principal syndicat des forces de l'ordre met en cause une fiche d'activité contraventionnelle et surtout nominative. En clair, chaque policier serait jugé sur ses résultats quotidiens. Avant, le policier de terrain, bien sûr, avait toute l'attitude nécessaire à verbaliser. L'insécurité routière fait partie de notre mission prioritaire. Mais en contrepartie, entre hier, constater une infraction et aujourd'hui la rechercher, là est toute la différence. On a plutôt l'impression qu'aujourd'hui, on devient plus une police de statistiques qu'une police dévouée pour nos concitoyens. Selon le syndicat, ce compte-rendu d'activité aurait été mis en place il y a moins d'un mois par la direction, et cela sans concertation. Une course au PV que dément le directeur de la sécurité publique du Val d'Oise, Frédéric Auréal. Injoignable, il s'est défendu dans les colonnes du Parisien. Pour lui, la fiche existe bel et bien, mais elle ne servirait en aucun cas à mettre la pression sur les policiers. Ce n'est pas une fiche d'objectif, mais une fiche d'activité, comme il en existe des milliers d'autres. Il s'agit d'un outil technique et rien d'autre qui permet d'évaluer une activité et qui ne fait pas l'objet d'un stockage ni d'une exploitation informatique. Alertée par le syndicat, la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, s'est saisie de l'affaire pour juger de la légalité de cette fiche d'activité. Aujourd'hui en test sur Cergy-Pontoise, elle pourrait, selon Frédéric Young, être étendue à l'ensemble du département. Jean-Paul Huchon devra s'expliquer devant le Conseil d'État. Accusé d'avoir mis en place une campagne de communication sur les transports franciliens 6 mois avant sa réélection face à Valérie Pécresse, le président PS de la région Île-de-France est de nouveau menacé d'invalidation et risque d'être inéligible pendant 1 an. C'est ce qu'a décidé le Conseil constitutionnel ce matin. Plus d'explications avec Christophe Aubry.
Jean-Paul Huchon dans la tourmente. Ce dernier pourrait voir sa réélection à la tête de la région Île-de-France annulée. Le Conseil d'État a annoncé qu'il examinerait l'affaire le 1er juillet. Le contentieux porte sur une campagne de communication sur les transports franciliens réalisée par le Conseil régional à l'automne 2009. Un militant UMP avait lancé une procédure estimant cette campagne illégale en période électorale. Le dirigeant socialiste avait obtenu un répit en saisissant le Conseil constitutionnel, répit de courte durée puisque l'autorité judiciaire vient de rejeter le recours déposé en janvier dernier. L'avocat de Jean-Paul Huchon reste toutefois convaincu que son client n'a commis aucune faute. Comment reprocher à une tête de liste, président de région, de consentir à une campagne de promotion qui a lieu tous les ans et qui a été validée par la commission des comptes de campagne, lui reprocher cela aujourd'hui et le rendre inéligible. Ça ne me paraît pas possible au regard des principes fondamentaux du droit. Si l'hypothèse d'un départ de Jean-Paul Huchon se confirmait, un nouveau président serait désigné par la majorité du Conseil régional. L'actuel patron de la région francilienne risque également 1 an d'inéligibilité. Le verdict du Conseil d'État est attendu pour la fin de l'année. Après la manifestation des riverains du campement de Rome de Sarcelles le 14 mars dernier, le tribunal de Pontoise a ordonné son expulsion. Si une grande partie des habitants du camp a déjà quitté les lieux, tout n'est pas encore rentré dans l'ordre, Au grand dam des riverains, l'avenir du terrain aussi reste en suspens. Le point sur la situation avec Johan Bensoussan. 16h, c'est la sortie des classes à l'école Émile Zola de Sarcelles. Comme depuis plusieurs semaines, le principal sujet de discussion reste le campement de Rome situé à quelques mètres. Suite à l'ordonnance d'expulsion, il ne serait plus aujourd'hui qu'une petite quarantaine à occuper ce qu'il faut bien appeler un bidonville. Pour les riverains, le départ massif d'environ 500 Roms est vécu comme un soulagement, après 5 ans de cohabitation forcée. Depuis 15 jours, on va dire 15 jours, une semaine, on n'a plus de fumée. Cette fumée qui nous a empêchés de respirer. Maintenant, il y a beaucoup de voisins qui me disent que c'est quand même mieux, on n'a plus la fumée, on se sent plus en sécurité. Il y avait beaucoup moins d'allées et venues. On ne les retrouvait plus aux portes du village, devant les devantures de magasins. Reste que malgré les annonces et l'expulsion définitive fixée au 13 avril, le terrain n'est pas encore totalement déserté. Pour certains riverains, la situation reste toujours difficilement supportable. Non, la jeune, elle est toujours là. De toute façon, on la voit. Vous allez juste devant, vous les voyez. Vous avez vu, là, il y a des fumées. Je veux dire, là, on est mardi. Moi, vendredi, il y a eu une puanteur de fumée plastique. Et là, on revoit du plastique. On passe, on voit les cabanes faites en morceaux de bois. Non, pour moi, rien n'est parti. Personne n'est parti. Cette colère des habitants, la Ligue des droits de l'homme assure la comprendre. Pour son représentant Jean-Claude Vitran, l'expulsion des Roms reste toutefois un échec à la fois du gouvernement et des municipalités. Il espère maintenant que le cas de Sarcelles pourra servir de leçon pour l'avenir. Nous avons mis une question prioritaire de constitutionnalité en place. Et cette question est maintenant sur la table de la Cour de cassation. Cette question est extrêmement simple. Elle est de savoir si en France, on préfère la propriété à l'hébergement des familles dans des conditions normales. Loin de ce débat, la priorité aujourd'hui pour Val-de-France, propriétaire du terrain, c'est la sécurisation et le nettoyage de l'enceinte. Une opération estimée à environ 500 000 € à la charge de l'agglomération. Un préalable avant de penser à l'avenir du lieu. On se posera la question de savoir quelle est la future utilité de ce terrain, qui est un terrain qui est quand même relativement bien placé et pas trop loin des transports en commun. Et à ce moment-là, si on destinait ce terrain à une autre utilisation, il faudra qu'on révise notre schéma d'aire d'implantation, d'aire d'accueil des gens du voyage. Aujourd'hui, la piste la plus chaude mènerait à la construction d'un grand complexe sportif. L'annonce définitive du projet retenu est fixée pour fin 2011. Reste alors le cas des Roms. La plupart auraient rejoint d'autres campements de la région. Certains seraient repartis en Roumanie avant un probable retour en France. Tous les acteurs du dossier s'accordent à dire que le problème est loin d'être réglé. Il a juste été déplacé. Voilà, ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur vonews.fr. L'équipe de VOTV, elle, prend une semaine de congé. On se retrouve donc le lundi 18. Bon week-end à tous.